Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Clé de Vie. C'est Philippe et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission mensuelle de 60 minutes intitulée La quête du bonheur. Cette quête passe bien évidemment par la volonté de vous aider à éradiquer vos souffrances, toutes ces perturbations qui vous empêchent d'être heureux. Alors, aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir un entrepreneur, auteur et conférencier, expert en confiance, motivation et optimisme opérationnel. Il s'agit de Jean-Luc Udry et le titre de notre émission, Comment sortir en vainqueur de ses problèmes. Alors, sans plus tarder, retrouvons notre invité. Bonjour Jean-Luc. Hello Philippe, bonjour. Et bonjour à tous. Mal. Je plaisante bien sûr, je vais bien forcément. Je vais bien. Alors c'est parti parce que je pense qu'on va quand même pas mal rire tout au long de cette émission parce que Jean-Luc, c'est le moral au top, c'est du pêche, donc c'est du rire et on s'amuse. Voilà. Allez, je vais vous présenter donc comme d'habitude, donc Jean-Luc. Alors un petit, n'hésite pas à me faire un petit geste de la main si tu veux intervenir sur ce que je dis. N'oubliez pas que nous sommes enregistrés aussi pour la web TV de Radio Clé de Vie. Alors, une petite présentation de Jean-Luc, c'est l'expérience qui a construit ce qu'aujourd'hui Jean-Luc Udry met en avant pour aider les professionnels comme les particuliers. Alors, à 27 ans, il quitte son poste dans la vente pour reprendre la PME familiale en difficulté. Société qu'il conduit pendant 18 ans, c'est ça Jean-Luc, 18 ans? Tout à fait. Donc, société qu'il le redresse et valorise dans d'importantes proportions. À son actif, plus de 1000 personnes managées, c'est énorme. Un peu plus en vérité, mais ça donne une bonne idée de ce que sont les gens et de comment ils se comportent et de comment on peut leur faire donner le meilleur en vérité. Bon, génialement, on va en reparler. Alors aujourd'hui, il organise des conférences et ateliers pour les entreprises et fait partie de l'association française des conférenciers professionnels. Un petit mot sur cette association ? Élu secrétaire général de l'Association française des conférenciers professionnels. Comment ne pas passer à côté de ça, Philippe? Comment passer à côté de ça? Je voulais te le faire dire. Mais je ne suis pas à la recherche de titres ou de quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est vraiment qu'on fasse passer des messages en entreprise, et pas seulement en entreprise aussi, parce qu'il y a une telle demande, mais on va en parler tout au long de cet entretien. Donc c'est ça qui compte, aider les gens avec du fond, dire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà. Génial. Alors, tu es auteur de 2 livres. Le premier, j'adore le titre, Craquer ou pas. Tout part de là. C'est un livre fondateur, c'est le livre d'une histoire personnelle qui se transforme en histoire universelle. Et si j'ai l'optimisme chevillé au corps, si j'ai le moral au top, c'est pas simplement pour être dans l'air du temps, pour faire joli, c'est parce que les épreuves ne m'ont pas oublié, l'adversité non plus d'ailleurs. Ouais, ben c'est ce dont on va reparler dès qu'on va démarrer l'émission. Alors, Craquer ou pas, et le tout dernier, Devenez un leader irrésistible, un livre pour les managers avisés et pour ceux qui veulent le devenir. On en reparlera aussi, et puis voilà, certainement à la fin de l'émission, parce que ce livre est sorti il y a très peu. Il y a très peu, je l'ai là aussi, on le verra tout à l'heure. Il est sorti fin juin, et il fait un carton. Pour dire la vérité, il y a beaucoup de presse sur ce livre-là, il fait un carton, parce qu'il lui aussi répond à un besoin. Voilà, quand on identifie le besoin des gens, et qu'on essaye d'y répondre correctement, eh bien ça marche. Super. Alors, bien évidemment, je pourrais dérouler une liste presque sans fin de toutes les valeurs qu'il porte, le cher Jean-Luc, et de toutes les actions qu'il mène surtout. Mais j'y passerai sans nul doute cette émission entière, des blogs, des sites, du coaching, des réseaux sur les réseaux sociaux, du conseil. La toute dernière aussi, les dernières capsules, solutions du lundi. J'adore les solutions du lundi, du management, des voyages, enfin plein de choses. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, sur le sujet du jour, comment sortir en vainqueur de ces problèmes. Alors déjà, je vais te reposer la question, le moral au top, mon cher Jean-Luc? La question, c'est de savoir comment on sort vainqueur de ces problèmes. C'est bien ça? C'est ça? Absolument. Alors voilà, on va essayer de dérouler l'émission. Ça va être vraiment, voilà. Je te laisse y aller pour nous aider à voir, parce que moi aussi, je sors tout juste de problèmes, et c'est pas si évident toujours d'être confronté à ces problèmes, parce qu'on a facilité à tomber vite dans le fond du trou et de plus avoir la chance de pouvoir respirer pour pouvoir voir qu'il y a des solutions. Donc oui, on va partir peut-être sur ton histoire, cette fameuse histoire qui est liée à Craquer ou pas, ce livre que tu as écrit.
je crois que pour l'histoire, je vais faire vite, mais raconter simplement que dans la vie, tout peut bien démarrer pour les gens, et puis après, il peut y avoir des changements. Pour ce qui me concerne, je suis issu d'une famille qui a toujours beaucoup travaillé, qui a un certain nombre de valeurs fortes. J'ai eu une enfance absolument merveilleuse, je le dis vraiment, merveilleuse. Mes parents m'ont donné tout ce que je souhaitais aussi longtemps que je le méritais. J'ai donc pu faire des études, 6 ans d'études de management. Ils m'ont envoyé 1 an aux États-Unis, ils m'ont envoyé 6 mois au Japon. Enfin, j'ai eu tout ce que je voulais. Et à la sortie de ces études-là, j'ai été recruté par une grosse boîte américaine et ça se passait plutôt bien. On me proposait une promotion assez rapide. Et il se trouve simplement que mes parents étaient un peu usés et n'ont pas osé me dire que leur société commençait à décliner et plus que décliner. Et moi, je voyais ça de loin, un peu. Je voyais ça d'avion, vu d'avion. Et puis, un beau jour, je me suis dit, mais quand même, ça va vraiment pas fort. Et en vérité, mes parents voulaient me laisser vivre ma vie. Je leur en sais gré, vraiment. Simplement, quand j'ai vu de plus près ce qu'il en était de la société, je me suis dit, maintenant, il faut y aller. Et donc, j'ai quitté mon emploi pour aller rejoindre la société, tenter de donner un coup de main. Et puis, je suis devenu comme ça, du jour au lendemain, le patron, parce que mon papa était un peu fatigué, on va dire. Et c'est là où j'ai appris ce qu'est l'adversité. Et finalement, cette entreprise, j'ai compris qu'elle avait plus que quelques semaines à vivre. Donc c'est là où il a fallu gérer l'adversité, avec toute une série en étant confronté à une palette complète d'événements qui vous tombent sur la tête tous les jours. Et puis cette société, finalement, en motivant les équipes, en comprenant comment fonctionnent les gens, la nature humaine, en utilisant le bon sens, l'apprentissage des expériences, faire de ces expériences quelque chose de fort, et bien finalement cette société, je vous le dis tout de suite, non seulement on l'a sauvée, mais on a pu la développer. Je l'ai conduite 18 ans. Et dans le même temps, ça c'est une partie de craquer ou pas, et dans le même temps, alors que le redressement de la société créait un stress phénoménal, vous l'imaginez, tout un patrimoine qui se joue comme ça en quelques semaines, c'est considérable. Et dans le même temps, m'est tombée dessus une seconde affaire dans laquelle je n'étais pour absolument rien et qui, celle-là, va m'embarquer dans 25 années de problèmes en tout genre. Une affaire encore plus grave que la première. 25 années, vous savez, c'est un tout petit peu long. Donc j'avais deux chantiers en quelque sorte. D'un côté, le redressement de l'entreprise et de l'autre côté, cette deuxième affaire dont je ne dis rien parce qu'elle est dans Craquer ou pas, et les gens qui lisent ce livre, je ne veux pas en faire une publicité excessive, mais les gens qui lisent ce livre disent que c'est époustouflant, et ça l'est. Cette deuxième affaire, il a fallu que je la gère en plus de la première. Et donc là, on est arrivé à un point où la question vitale, je pèse mes mots, la question vitale s'est posée pour moi. Parce que quand on est submergé de problèmes, du matin jusqu'au soir, je partais de chez moi, je découvrais toute une série de problèmes, je rentrais chez moi, j'en avais encore d'une autre série, eh bien on se dit que vraiment trop c'est trop, que l'adversité est trop forte, qu'elle vous pénalise à un point. On se demande pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi est-ce que c'est si grave, pourquoi est-ce que tout me tombe dessus. Et la conclusion de tout cela, pour faire court, eh bien c'est qu'on en sort quand même, si on le veut et si on se prépare. Et c'est toute cette expérience, quelque part terrible, mais quelque part extraordinaire, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un moral au top et que je transmets en entreprise et aussi à usage du grand public les techniques qui m'ont permis de me sauver de ce véritable désastre et d'en faire une force, c'est de transformer une faiblesse en une force capable de soulever les montagnes. Voilà. Alors c'est en fait, si je puis dire, c'est un peu tes expériences, c'est tes expériences de vie et professionnelles et certainement personnelles qui t'ont amené à être Jean-Luc Udry aujourd'hui, dans ce que Jean-Luc peut apporter effectivement aussi auprès de autant les entrepreneurs que les particuliers, dans ce sens-là, parce que par l'adversité et les épreuves que tu as traversées, ça t'a permis aussi de voir de trouver des chemins, comment sortir de ça et de pouvoir montrer ce chemin. C'est un peu ça, si je résume, hein. C'est tout à fait ça, Philippe. Moi, je ne crois pas aux conseils. On donne toujours un tas de conseils, des conseils, faites ceci, faites cela. Je crois aux exemples. Et le meilleur des exemples, c'est de prendre ce qui a fonctionné pour moi alors que la situation était tendue
et de dire aux gens, bah, écoutez, ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché. On ne peut pas tout gagner dans la vie, hein. C'est impossible de tout gagner, mais en tout cas, on peut tout donner. Et le fait d'avoir tout donné pendant plus de 25 ans fait que, eh bien, on s'en est sorti. Et qu'en s'en sortant, ben, peut-être on est légitime à dire aux gens, voilà, vous avez des problèmes, voilà comment on peut trouver des pistes de réflexion et des pistes d'action pour déjà mieux vivre vous-même, être plus performant, avoir plus d'énergie et finalement gérer vos problèmes, sachant que, bien évidemment, il n'y a pas de baguette magique. J'ai horreur de vendre du vent, j'ai horreur de ça. Il n'y a pas de baguette magique, mais plus que des conseils, je préfère donner des exemples. Et c'est exactement ce que tu as résumé. D'accord, bah alors on peut commencer à donner des exemples pour nos auditeurs. C'est vrai que là, nos auditeurs sur Radio Clé de Vie peuvent être autant des futurs entrepreneurs, sont des entrepreneurs ou sont aussi énormément des particuliers. Parce que j'imagine que quand tu traverses une épreuve de 25 ans, comme tu viens de nous conter, les épreuves que tu traverses dans l'activité professionnelle pour redresser une activité, etc., joue bien évidemment aussi dans ta vie familiale, dans tes amis, enfin, etc., ce qui est très compliqué. Et je pense qu'on est nombreux à traverser ce genre d'épreuves, même sans être entrepreneur, à devoir redresser des entreprises. Donc j'imagine qu'effectivement, ce que tu peux montrer comme exemple peut résonner en chacun de nous. Par rapport à... Alors, est-ce que l'exemple, effectivement, la question, est-ce qu'un exemple va aider peut-être quelqu'un parce qu'il résonne avec, mais pas quelqu'un d'autre, donc il en faut beaucoup d'exemples pour faire résonner... Ce que j'ai pu faire, si tu veux, c'est, pour donner des exemples, c'est illustrer quand je suis en conférence en entreprise ou quand je fais des formations pour le grand public, je donne des exemples qui m'ont concerné. Voilà, dans tel cas, voilà ce qui s'est passé et voilà ce que vous pouvez en faire. Alors, il est évident que dans le cadre d'une émission de radio, il faudrait que je donne 500 exemples à des cas tous différents, 500 ou 5000, ce serait peut-être un peu long. Alors, plutôt que ça, je propose de vous donner une méthode. On ne pourra pas aller au bout de la méthode en 1 heure, mais au moins une piste, et commencer par dire qu'est-ce qu'il faut faire face à un problème. Et je crois que la première des choses face à un problème, c'est de maîtriser votre attitude. C'est-à-dire, vous avez toujours le choix de votre attitude, quelle que soit la situation dans la vie. C'est-à-dire, vous pouvez très très bien décider, par exemple, de mettre le problème sous le tapis. Hein, on met le problème sous le tapis, comme ça on ne le voit pas, sauf que lui... il va grossir. Et un jour, il va retaper à la porte en vous disant « Ouh, j'ai grossi, je suis là. Le problème, tu m'as mis sous le tapis, mais ça marche pas comme ça avec moi. Je suis là, je ne te lâcherai pas. » Il y a plein de gens qui font ça. Mettre le problème sous le tapis. Bon, je déconseille fortement. La deuxième chose, c'est de se dire « Voyons, quelle est mon attitude? Est-ce que le problème est là, dans ma réalité, oui ou non? S'il n'est pas là, c'est ce que j'appelle un problème fantôme. Il y a plein de circonstances où l'on s'invente des problèmes. On imagine, on croit que, on pense, alors que le problème n'est même pas dans sa réalité. Et je propose, c'est en tout cas ce que j'ai fait, j'en avais tellement de problèmes, eh bien j'ai coupé en deux. Voilà un premier exemple. J'ai coupé en deux. Je me suis dit, quels sont les problèmes qui relèvent de mes, entre guillemets, de mes fantasmes? Quels sont les problèmes qui n'ont absolument aucune chance de survenir dans ma réalité? Et je les ai mis à droite. Et les problèmes qui, eux, étaient là et bien là, crois-moi, ils se battaient tous, parce que c'était une affaire à tiroir. On réglait un problème, il y en avait un autre qui sortait, on refermait le tiroir, il y en avait un autre qui sortait, c'était un truc de fou. Et c'est vrai. Eh bien, ces problèmes qui étaient dans ma réalité, au lieu de ne pas vouloir les regarder, de les mettre sous le tapis, ou de les ignorer, ou au lieu d'accepter qu'ils me fassent peur, je les ai confrontés. Et pour les confronter, la première chose, c'est d'avoir toujours, alors là je vais faire peut-être hurler les gens, mais c'est volontaire, accueillir favorablement un problème. Quoi? Comment accueillir favorablement un problème? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est pourquoi? Parce que lui, il est là. Et il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. Donc, accueillez-le favorablement, ça ne veut pas dire danser de joie ou partir à Ibiza pour faire la fête, ça veut dire simplement faire en sorte que la vie, l'adversité, vous envoie un problème. Si vous ne l'accueillez pas favorablement, il est certain que ce problème prendra la mesure de vous, de votre mental. Et donc,
il y a peu de chances que vous puissiez le régler ou le résoudre favorablement, enfin, de le résoudre à votre avantage. Si en revanche, vous vous dites, ok, ça ne me fait pas plaisir qu'il y ait un problème de plus dans ma vie, ça ne me fait pas plaisir, mais il est là. Eh bien, je vais me mettre au niveau, à la hauteur de ce problème, et donc je l'accueille favorablement. C'est une façon d'accueillir favorablement un problème, c'est une façon de dire, ne vous détournez pas de l'obstacle. Si vous vous détournez de l'obstacle, l'obstacle va vous tomber sur le coin du museau. Ça, et c'est par là, chemin faisant, que j'ai commencé. Alors, je ne vous dis pas que j'ai commencé le premier jour en disant je vais accueillir favorablement le problème. Non. Ce que je vous donne là, c'est une méthode qui a été mûrie pendant 25 ans. Donc, en mettant tous les éléments du puzzle les uns avec les autres, j'arrive à dire, commençons par accueillir le problème qui est là, dans votre réalité, et éliminons d'entrée tous les problèmes qu'on s'invente, qu'on imagine, on suppute, on croit que. Toutes les catastrophes annoncées, qu'il va m'arriver ci, il va m'arriver ça, il va m'arriver encore autre chose. Parce que vous savez quoi, la plupart du temps, les catastrophes annoncées, là, elles ne se produisent pas. Et dans notre affaire, nous, dans les deux pans qu'il y a dans Craquer ou pas, dans les deux affaires que j'ai eu à gérer en même temps, l'une le jour et l'autre la nuit, c'est pour vous dire les journées, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de catastrophes annoncées qui ne se sont jamais produites. Il y a beaucoup de choses négatives qui se sont produites, mais on en est sorti par le haut. On a su vaincre ces problèmes. Voilà. Donc la première chose, accueillez favorablement votre problème, pour résumer. Accueillir favorablement les problèmes. Donc, oui, c'est... Alors, quand on accueille effectivement favorablement un problème, ça permet certainement effectivement à ce que tu parles, ces fantômes, ces fantasmes qu'on peut avoir de problèmes qui n'en sont pas, qui sont en fait peut-être le développement de la pensée par rapport à une problématique qui nous vient, et on vient s'inventer peut-être des choses autour de cette problématique peut-être existante, mais on en rajoute d'autres qui viennent en plus mettre du poids et qu'il faut apprendre aussi petit à petit. C'est une façon aussi un peu presque méditative de regarder les choses avec plus de justesse, parce que si on regarde, effectivement, on a beaucoup de choses qui sont développées par les pensées. Donc bon, on accueille, c'est une bonne chose, on accueille favorablement, mais une fois qu'on a accueilli favorablement, qu'on a fait les deux petites colonnes, hein, une à gauche, on a pour les vrais problèmes, enfin des vrais problèmes qu'il faut arriver à définir comme étant des vrais problèmes, et ceux qui sont de l'ordre des fantasmes, on en fait quoi? Déjà, on a allégé son sac de problèmes. En conférence, où j'ai souvent l'habitude d'arriver avec un sac de problèmes et de dire, voilà, là, j'ai plein, là, mon sac, il est gros, il est plein, il est bourré, etc. Il craque de tous les côtés. Et je dis, première chose, dans la méthode pour gérer ces problèmes, c'est d'alléger son sac de problèmes. Et donc, on retire déjà les fameux problèmes fantômes. Et si tu regardes, si tu fais une liste, et je conseille aux auditeurs de faire une liste des principaux problèmes qu'ils recensent au jour d'aujourd'hui. Ils vont peut-être en trouver 10, peut-être 20, peut-être 30. Eh bien, classer ces problèmes, éliminer les fantômes, c'est déjà un moyen d'alléger votre sac de problèmes. C'est déjà un moyen d'alléger votre liste. Ensuite, vous pouvez très bien classer vos problèmes avec une force. Quelle est l'importance de ce problème dans ma vie? Quelle est l'importance de ce problème dans vos valeurs? Par exemple, il y a des gens qui disent, une fois je rencontre quelqu'un qui dit, oh là là, ça va pas du tout. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Catastrophe, il m'a battu 6-4, 6-3. J'ai dit, qui vous a battu 6-4, 6-3? Ben, mon adversaire, il m'avait jamais battu jusqu'à présent. D'habitude, je le corrigeais à chaque fois, et cette fois-ci, il m'a battu 6-4, 6-3. Alors, on s'est assis, on a bu un café, et je lui ai dit, voyons, 6-4, 6-3, est-ce que tu prépares Roland Garros, Flushing Meadows, les internationaux d'Australie? Non, pas vraiment. C'est juste une partie entre copains. Bah oui, c'est notre partie du dimanche. Ben, ta partie du dimanche, tu t'as battu 6-4, 6-3. Est-ce que c'est un problème d'une force si grande pour toi? Et alors, il me dit, oui, pour moi, c'est important. Ah, non, je comprends. Je lui dis, mais par exemple, si ce problème est important pour toi, quel serait un problème très important pour toi? Et là, il me dit, ben, un problème très important pour moi, ben, ce serait que je perde mon job, que je perde ma femme, que je perde ceci, que je perde cela. Et du coup, la discussion s'est avancée et on a relativisé, tout simplement. C'est-à-dire que le perdre 6-4, 6-3, bon, un match avec un copain le dimanche, c'est peut-être important, mais et c'est ça la question à se poser,
qu'est-ce que ce problème auquel sur le moment on accorde une importance grande, qu'est-ce qu'il représente vraiment par rapport à sa vie? Ben, rien. Le fait d'avoir perdu ce jour-là 6-4, 6-3, ça n'avait aucune espèce d'importance. Ça n'avait pas l'importance, en tout cas, qu'il lui accordait. Sur le moment, à très court terme, ça avait une importance, mais sur le long terme, ça n'en a aucune. D'où une deuxième recommandation. Quand vous avez un problème qui vous titille un petit peu, qui vient vous tarabiscoter, demandez-vous, dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 jours, dans 10 ans, quelle sera la valeur de ce problème? Et vous vous apercevrez que si vous vous projetez comme ça dans l'avenir, 10 ans après, 6 mois après, 10 jours après, vous vous dites, mais finalement, ce qui a alimenté mes pensées sombres, ce qui a fait que j'ai été mal pendant longtemps, sur le moment, ben après, j'y pense même plus. Soit parce que le problème s'est résolu, soit parce que vous-même, vous avez évolué sur la question, mais le fait de vous projeter, de ne pas rester la tête dans le guidon, fait que déjà vous vous sentez mieux et donc vous avez plus d'énergie pour intervenir vraiment sur le problème. Quand j'étais au cœur de ces problèmes-là, justement, je me disais, ce problème, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il vaudra? Il y en a qui ont duré longtemps, je le dis, vous le savez, et puis il y en a qui se sont évanouis d'eux-mêmes. C'est un deuxième moyen d'éliminer dans son sac de problèmes. Il parle, il y a les problèmes fantômes, ceux qui n'existent pas. D'autre part, il y a ceux qui ne sont pas très important, même si sur le moment vous vous dites « c'est trop gneugneux, il m'a battu 6-4, 6-3 ». Mais non, c'est pas important. Pour savoir si un problème est important, regardez ce qu'il représente dans votre vie, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre environnement, votre famille, vos conditions d'existence. C'est ça qui fait qu'un problème peut être important. Tous les autres, vous les balayez. Et ça fait déjà 2 moyens d'alléger son sac de problèmes. Je le répète, parce que c'est important, les fantômes et les problèmes dont la force est, je ne sais pas, sur une échelle de 1 à 10, un problème de force 3, 4, 5, sur le moment, ça peut vous chagriner. Mais en vérité, ça vaut pas plus que ça. Ça, c'est un deuxième moyen. Apprendre à relativiser, donc. Oui, apprendre à relativiser, mais on l'entend souvent, ça. Mais il faut vraiment le faire. Oui. Moi, je suis très attentif à cette histoire de liste de problèmes. Faites votre liste de problèmes. Et petit à petit, poum, vous retirez cela. Poum, vous retirez cela. Poum, vous retirez cela. Et vous restez avec quoi? Ben, vous restez avec les problèmes. Là, il faut mettre les mains dans le cambouis. Parce que ceux-là, ils sont importants. Ils ont déjà une force qui est supérieure à 5, par exemple. Et, les forces, des problèmes de 5 à 10, ceux-là, il faut les traiter. Ceux-là, il faut les traiter. Tous les autres, à dégager. Donc vous avez déjà dégagé les fantômes et vous avez déjà dégagé ceux dont la force est inférieure à 5. C'est déjà une première méthode. Parce que ça veut dire que si vous avez récupéré le temps et l'énergie que vous dépensiez à traiter ces problèmes qui ne le méritaient pas, si vous affectez cette énergie supplémentaire, ce carburant supplémentaire à ceux qui le méritent vraiment, ben déjà vous devenez plus fort. Et donc vous avez des chances de trouver des solutions. Peut-être pas pour tous vos problèmes, mais pour une grande majorité. Trouvant une solution déjà à un premier problème, vous allez avoir une dynamique qui va s'enclencher, une dynamique positive. Et du coup, vous allez trouver d'autres solutions à d'autres problèmes. C'est une dynamique positive qu'il faut enclencher et non pas rester la tête dans le sac, c'est qu'à le dire, la tête dans le sac de problèmes. D'accord. Après, ben, effectivement, bon, quand il te reste, tu arrives quand même, pour garder l'exemple dont tu as parlé de tes 25 ans, tu t'es retrouvé face quand même à des problèmes donc, qui étaient certainement de valeur au-dessus de 5, entre 5 et 10. Et en fait, là, il va falloir pouvoir garder le moral. J'adore tu as un blog ou un site qui s'appelle le Moral au top. Moral au top. Moral au top, je pense que ça en est sorti justement de cette belle expérience de vie, parce qu'on peut l'appeler belle, puisqu'aujourd'hui, quand on te voit rayonnant et transmettre ces expériences avec un large sourire, ça peut ne faire que du bien au monde, et à tous ceux qui traversent un peu ces épreuves. Donc en fait, moral au top est certainement né de ça. Il a fallu que justement ce moral, tu le construises, ou le reconstruises, parce que tu pars quand même certainement quand tu es confronté à toutes ces problématiques, c'est d'abord un espèce de tsunami qui vient te balayer. Après, bien sûr, tu fais, ok, tu accueilles les problèmes, tu fais des listes, tu enlèves ceux qui sont des fantômes, tu relativises certains d'une certaine manière, etc. Mais après, il va falloir s'attaquer au gros, au lourd.
Justement, tout à fait. Mais quand je te disais tout à l'heure et quand je disais aux auditeurs que la question vitale s'est posée, c'est vraiment ça. Un soir, je me suis dit stop. Voilà, je ne détaille pas davantage, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Je me suis dit stop. Et c'est à ce moment-là où j'ai revu défiler ma vie. Qui j'étais, quels étaient les gens qui m'aimaient, quels étaient les gens que j'aimais, tout ce que j'avais réussi dans ma vie, tout ce qui me restait encore à faire. Et pourquoi je paierais, et pourquoi j'abdiquerais devant l'adversité. Et quand j'ai réalisé tout ça, j'ai reçu, je le mets dans le livre, le plus grand coup de pied aux fesses de toute ma vie. Et c'est ce soir-là, je me suis dit, mais t'es pas un peu fou, dis donc. T'es pas un peu fou. Qu'est-ce que tu vas aller chercher comme idée? Tu as plein de choses à faire. Là, tu vas encore avoir plus de gens qui t'aiment. Tu vas aimer encore plus de gens. Tu vas les aimer encore plus fort. Montre qui tu es. C'est quand c'est difficile qu'on est bon. On voit les bons face à l'adversité. Quand on réalise quelque chose de facile, quel intérêt? C'est facile. Mais quand les choses sont difficiles et que tu arrives à sortir de là, eh bien, tu vois, c'est de ce raisonnement que je me suis tenu. Et c'est de là qu'est né tout le reste. J'ai fait aussi une application sur iPhone. Maintenant, je l'ai arrêtée pour passer à autre chose. Mais tu te rends compte, elle a été téléchargée dans 63 pays. Elle s'appelait Stop Problème, première en 2012 sur l'Apple Store. Pourquoi ? Parce que j'y apprenais aux gens une méthode pour traiter les problèmes. Et justement, à partir de ce coup de pied aux fesses que j'ai reçu ce soir-là, quand mes idées m'ont emmené dans un chemin qui n'était pas raisonnable, qui était n'importe quoi. J'aurais abdiqué face à l'adversité, alors que j'étais pour rien dans toutes ces épreuves, et qu'elles m'ont donné une force incommensurable. Eh bien, si tu réalises que tu as tellement de choses encore à faire dans la vie, et là, j'ouvre une parenthèse, je ne fais pas du tout partie des bénis oui-oui, des gens pour qui tout va bien, la pensée positive, c'est magnifique, c'est merveilleux. Non, je dis, la pensée positive, c'est absolument indispensable, mais c'est pas suffisant. Il faut la nourrir. Il faut la nourrir. Tu vois, s'il fait moins 15 et que je dis, ah, c'est formidable, c'est génial. Non, il fait moins 15. C'est peut-être embêtant de faire moins 15. Il fait moins 15, en un mot comme en 1000, on se les gèle. Voilà. Bon, il fait moins 15. Non, mais c'est vrai, on se les gèle. Je ne suis pas du tout pour dire il fait moins 15, oh, c'est formidable, c'est merveilleux. Non, il fait moins 15. En revanche, qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on se les gèle parce qu'il fait moins 15? Alors ça, pour moi, c'est de la vraie pensée positive. C'est aller chercher vraiment des explications et pas simplement des incantations. Tu vois? Et c'est ce que je me suis appliqué. Ce fameux soir où rien n'allait plus, on peut le dire, je me suis dit, mais attends, mais la vie, c'est pas ça. La vie t'envoie ça. Accepte-le et montre qui tu es. Montre qui tu es. Tu ne gagneras pas tout. Tu ne peux pas tout gagner. Personne ne gagne tout. Mais tu peux tout donner. Alors donne tout, c'est ce que j'ai fait. Et je pense à tes auditeurs en disant cela, montrez qui vous êtes. Montrez ce que vous valez. Montrez quelles sont vos valeurs, justement. Montrez quelles sont vos ressources. Ne vous plaignez pas. On trouvera toujours plus malheureux que soi. C'est pas un truc que j'aime non plus, ça. Par exemple, dire moi je vais pas bien, mais les autres vont encore plus mal. Bon, ça peut aider, mais c'est pas ça le véritable. C'est pas ça le. Si vous mangez à votre faim et que d'autres mangent pas, en disant les autres mangent pas, donc je mange, c'est pas ça c'est pas ça le véritable ressort du bien-être. Le véritable ressort du bien-être, c'est de savoir que rien ni personne au monde ne peut vous empêcher de donner votre meilleur. Voilà. Vous donnez votre meilleur. Une fois que vous avez donné votre meilleur, le résultat, il est ce qu'il est. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Ça fait aussi partie de la méthode. Je crois que l'essentiel, c'est de savoir que vous êtes sur Terre pour, mettons, 100 ans. Je vous le souhaite. Et que pendant ces 100 ans, si vous faites rien, c'est un peu longué. C'est un peu longué. Mais que si vous faites... si, quand même, ça fait long. Mais que malgré 100 ans, c'est court. Et que donc vous serez confronté forcément à une forme d'adversité. Vous aurez peut-être de l'argent, mais vous aurez peut-être des décès. Vous aurez peut-être pas d'argent, mais vous aurez des satisfactions humaines, d'avoir créé des choses. Enfin, vous aurez peut-être tout, et vous ne serez pas heureux. Ou au contraire, vous aurez tout et vous serez heureux. Ça dépend. Ça dépend. Chacun a son parcours. Il ne faut pas essayer de se comparer aux autres. Et donc, pendant ces 100 ans, montrez qui vous êtes. Et si vous êtes confronté à l'adversité,
je vous en prie, je vous le recommande. Vous savez une chose, et c'est ce que je développe dans Craquer d'ailleurs, l'adversité, elle a des failles. L'adversité a des failles. On peut lui rentrer dans l'art. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas remporter des victoires sur vous, mais ça veut dire que vous pouvez aussi remporter des victoires sur elle, à condition de vous en donner les moyens. Et voilà ma façon de sortir de ces 25 années de problèmes en tout genre, qui m'ont mené au bord du précipice jusqu'à ce que ce coup de pied aux fesses dont je vous parlais tout à l'heure vienne me secouer. Et depuis, c'est ce jour-là, c'était pour répondre à ta question, c'est ce jour-là qu'est né Moral au top, en fait. C'est ce jour-là que, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, les éléments du puzzle se sont mis les uns dans les autres. Et c'est ainsi que, maintenant, aujourd'hui, je suis sur une pente ascendante et j'ai bien l'intention de poursuivre jusqu'à mes 100 ans. Après, on verra. Je vous inviterai à aller voir quand même la web TV de cette émission parce que j'ai failli cracher l'eau quand il a... D'habitude, on crache le feu, mais bon, on peut cracher le feu. Bon, c'est pour éteindre le feu. Alors, super, adversité, effectivement, l'adversité qui a des failles, ça c'est une belle leçon de vie que de découvrir ça et pour pouvoir justement utiliser ces failles à son avantage pour pouvoir ressortir plus fort avec le moral et développer une certaine confiance derrière tout ça. Faut pas, en fait, si tu veux, pour résumer d'une phrase, il ne faut pas se préoccuper de ses problèmes, il faut s'en occuper. Waouh! Voilà. Là, je vais en faire une photo-citation sur Enquête du bonheur, promis. Mais c'est tout simple, mais c'est tellement simple qu'il y a peu de gens qui sont capables parce qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment réfléchi, de l'appliquer au quotidien dans leur vie professionnelle et personnelle. On se préoccupe de ces problèmes et c'est tout. On ne s'en occupe pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, nombreuses sont les personnes qui sont intarissables sur un problème. Par exemple, ils vont te décrire un problème. Alors oui, on n'a pas, notre client machin est mécontent parce que on l'a pas livré dans les temps. Alors c'est de la faute à Jean-Pierre. Jean-Pierre, il aurait dû faire ci. Et alors on décrit le problème. Et après, rideau, on ferme, c'est terminé. Aucune notion de solution. On ne dit pas, on n'accouple pas au mot problème le mot solution, alors que pour sortir de ces problèmes, c'est un autre truc à faire, sans aucun doute, c'est d'exposer le problème, bien l'exposer, parce qu'un problème bien exposé est souvent à moitié résolu, bien exposer le problème et immédiatement envisager la solution. Or, la plupart des gens ne le font pas. Ils restent dans leur problème. Alors, il y a des conversations entre amis. L'autre jour, je peux donner un exemple. Avec plaisir. L'autre jour, j'étais à un dîner, ça m'arrive assez souvent. J'étais à un dîner autour d'une table, on a parlé problème. On est arrivé, on s'est dit bonjour, on était content de se voir, et alors tout le monde a exposé ses misères. Alors déjà, bonjour l'ambiance. Et puis, c'était incroyable, mais personne ne donnait de solution. À aucun alors, il y en a un qui avait perdu un job, il y en a un autre qui était en train de plus ou moins divorcer, enfin bon bref, les misères du monde. Bon. Et personne ne parlait de solution. J'étais effaré de voir ça. Et finalement, on s'est aperçu de deux choses. La première chose, c'est que ça, c'est un autre enseignement en fait. Si quand tu vas dans un dîner où tout le monde parle de ses problèmes, si chacun mettait les problèmes en commun, d'accord ? Toi t'as ça, toi t'as ça, toi t'as ça. Si on mettait ça dans des espèces de pots communs sur la table, eh bien, à la fin de la soirée, chacun serait heureux de repartir avec ses propres problèmes. Parce que ceux des autres, ils sont pas forcément moins lourds que les tiens. Et ça, c'est un enjeu majeur de savoir que effectivement, on a peut-être des misères, mais on se croit toujours seul à avoir des misères. Boum, 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 ça tombe sur la tête. Mais quand on compare avec les autres, on est bien content de repartir avec ses propres problèmes. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est je vous en prie, si vous avez des problèmes, raisonnez solution. Solution. Ne serait-ce que de penser solution, ça résout déjà une partie du problème. Et encore une fois, je ne suis pas du tout dans l'incantation, baguette magique et tout ça. C'est pas le genre de la maison. C'est vraiment pas le genre de la maison. Mais simplement un réflexe. Quand vous exposez quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose de négatif, un problème, ne vous arrêtez pas à l'énoncé du problème. Passez aux solutions possibles. Bon, tel ami m'a déçu sur cette histoire. Ok, comment est-ce que je peux rattraper les choses? Est-ce que je dois rattraper les choses? Est-ce que ça vaut le coup de faire quelque chose ou pas? Bref, passez tout de suite à la suite. Passez tout de suite
passez tout de suite à la solution, ne serait-ce que pour vous mettre dans une dynamique positive et constructive. Et là, vous trouverez des solutions bien plus que si vous en restez au problème. Alors, vous allez voir Jean-Pierre, vous allez voir Sylvie, vous allez voir Léa, vous allez voir tout le monde, vous allez exposer votre problème, tout le monde va dire « Oh là là, c'est bien triste, mon pauvre, comment tu as fait tout ça? Oh là 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 !» Mais les solutions dans tout ça, où sont-elles? Donc, troisième chose, pour sortir vainqueur de ces problèmes, il faut raisonner solution. Et je vais en ajouter une quatrième. C'est peut-être de faire que votre entourage, votre famille, vos amis, vos compagnes et compagnons soient eux-mêmes des solutionneurs. Oh. C'est-à-dire, mais oui, faire en sorte qu'ils fassent partie de la solution. C'est-à-dire que ils ne sont pas quantité négligeable. Vous savez, je donne un autre exemple. Parfois, quand il y en a des problèmes de cœur, il y a la bonne copine qui dit « Moi, à ta place, je ferai ceci. Moi, à ta place, je ferai cela. » Oui, le problème, c'est qu'elle n'est pas à votre place. Et de bonne foi, la bonne copine ou le bon copain, bien sûr, veut vous aider, de bonne foi. Sauf que de bonne foi, elle peut donner de mauvais conseils. Parce que, justement, elle n'est pas à votre place. Et donc, plutôt que de donner des conseils, encore une fois, donnez des exemples, et surtout, faites en sorte que vous rayonnez autour de vous pour qu'à chaque fois qu'il y ait un problème, eh bien, les gens qui vous entourent soient peut-être eux-mêmes une partie de la solution. Alors là, je vais vous donner quelque chose que j'ai appliqué dans notre entreprise et qui fonctionne aussi, même à la maison, avec des enfants. Et à chaque fois que ça ouvre des perspectives. J'espère que ça en ouvrira pour vous. On répond à 3 questions simples quand il y a un problème. Si vous avez un problème, quand j'étais chef d'entreprise, tout m'arrivait sur la tête. J'avais les miens, plus tous ceux des équipes. J'ai écouté, attendez, là, je peux plus, là, stop. À partir de maintenant, ma porte sera fermée et ouverte. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il nous a encore inventé? Ma porte sera fermée si vous me parlez de problème. Ma porte sera fermée si vous parlez de problème et solution. Et voici comment. Je leur ai dit la chose suivante. À chaque fois que vous aurez un problème, ou vous le traitez dans votre coin, vous pouvez le régler, c'est parfait. Si vous avez vraiment besoin de mon avis, vous venez me voir, après avoir répondu aux 3 questions suivantes. Quel est le problème? Quelles sont les solutions possibles? Quelle est ma recommandation? Alors ça, si vous notez ça, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or en termes de bien-être, de qualité de vie, au bureau, mais à la maison aussi. Quel est le problème? Quelles sont les solutions possibles? Et quelle est ma recommandation? Eh bien, pourquoi est-ce que ça fait des gens des solutionneurs? Ça, tout simplement parce qu'ils gagnent en confiance. La fameuse confiance dont on parlait au début de l'entretien, c'est décisif. Si vous dites à votre entourage, à vos collègues, à vos employés, à vos amis, tu es une partie de la solution, vous allez voir la confiance. Cette personne-là se sent valorisée. Comment? Je suis une partie de la solution? Ben, bien sûr, je suis une partie de la solution. Ben, alors, c'est que je vaux quelque chose. Si je vaux quelque chose, c'est que je peux donner mon avis, etc., etc. Donc, pour sortir vainqueur des problèmes, faites raisonner solution et faites de chacun un solutionneur. Donnez-lui l'occasion d'être lui-même une solution. Donnez-lui cet outil. Quel est le problème? Quelles sont les solutions possibles? Et quelle est votre recommandation? Et vous allez voir que, comme par enchantement pour le coup, eh bien, un grand nombre de solutions vont apparaître et vous gagnerez en efficacité, en confiance individuelle et collective. C'est une autre technique que j'ai appliquée et du jour au lendemain, elle a divisé par 2 le nombre de problèmes qui me sont remontés. Et j'insiste, hein, ce n'est pas qu'une visée professionnelle, ça marche aussi. Et comment? À la maison. D'accord. Vous avez dit qu'on allait entendre des tas de choses très positives qui vont nous permettre d'avancer dans nos vies. C'est génial. Alors moi, je vais encore faire l'avocat du diable. Est-ce que tout problème a une solution? Est-ce que tout problème a une solution? Si je te dis oui, tu vas considérer que c'est faux. Et je pense que tu auras raison. Je dis que, par exemple, si tu meurs, c'est la solution radicale. Donc, à ce moment-là, on peut considérer que c'est une solution ou pas. Mais si l'on accepte ce cas un peu extrême, en principe, oui, tout problème, une solution. La question n'est
pas tellement celle-là, la question de savoir si c'est une solution qui te fait plaisir ou pas. C'est ça le truc. Est-ce que tout problème a une solution? Je pense que oui. À partir du moment où toi, tu es déjà parti de la solution et que tu as mis tout en œuvre pour régler ce que tu pouvais régler, autrement dit, agir là où tu as une marge de manœuvre. Et justement, puisque tu me poses cette question, je vais rebondir sur qu'est-ce que c'est qu'une solution finalement. Parce que la plupart des gens commettent deux erreurs. La première erreur qu'ils commettent, c'est qu'ils ont un problème. Alors soit ils mettent sur le tapis comme on a vu tout à l'heure, mais soit ils mettent en application la première des solutions qui passe par là. Poup, voilà, première solution qui passe, hop, on l'applique et comme ça, on s'arrange pour être tranquille dans sa tête. J'avais un problème, j'ai mis une solution en place, hop. Sauf que c'est peut-être pas la bonne solution. Donc, pour bien fonctionner, voici une autre recommandation. Listez toutes les solutions possibles à un problème. Toutes les solutions possibles. Et ne vous précipitez pas sur la première. Parce que si vous vous précipitez sur la première, histoire d'évacuer le bébé, avec l'eau du bain ou sans eau du bain, et bien finalement, c'est peut-être pas la bonne qui fonctionne. Vous voyez? Donc, listez toutes les solutions. Puis l'autre erreur que commettent beaucoup de gens, c'est ils ont entendu dire dans les manuels ou les vidéos de développement personnel, persévérer, persévérer. Je suis un spécialiste de la persévérance, un spécialiste mondial de la persévérance, je ne lâche jamais. Et même sur Mars, on doit en parler. Mais j'applique une autre technique. Si au bout d'un nombre raisonnable de fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça dépend des exemples, la solution que j'ai mise en place ne fonctionne pas, ben je ne persévère pas parce qu'on m'a dit de persévérer. Vous savez ce que je fais? Je passe à une autre solution. Voilà, c'est ça le truc. 1, c'est d'abord de lister toutes les solutions possibles, et 2, c'est de les essayer, mais sans s'acharner sur la solution qui, si elle ne marche pas 10 fois de suite, bon ben c'est que véritablement, faut passer à la deuxième solution. Or, la plupart des gens disent, ben, tu vois, j'avais un problème, j'ai essayé une solution, je l'ai essayé 10 fois, j'ai persévéré, j'ai pas laissé tomber, et là tu as la citation généralement positive qui va bien, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Oui, sauf que là, il y a une confusion entre persévérer et s'acharner, entre acharnement et aveuglement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu as besoin de lister toutes les solutions possibles, tu prends la première, la plus importante qui te paraît être cette première, bon, ben, je l'essaye 1 fois, 2 fois, 5 fois, ça ne marche pas. Allez, je ne dis pas que j'ai persévéré, je passe à la deuxième solution. Et rebelote. Et c'est ainsi qu'en listant toutes les solutions, bah, il est probable qu'à un moment ou à un autre, on va arriver à nos fins. On va arriver à se sortir du problème. Alors, est-ce qu'un problème a vraiment une solution? Je le pense. La question est, comme je te disais tout à l'heure, est-ce que cette solution te convient ou pas? Moi, dans notre histoire, il y a des solutions qui ne m'ont pas convenu. Il y avait des choses sur lesquelles on ne pouvait strictement rien faire. Il y a une solution qui ne me convenait pas. Alors là, c'est là où il faut apprendre à gérer ce qui ne nous satisfait pas. Ouais. Parce que tu ne gagneras jamais tout dans la vie. Bill Gates, il n'a pas tout gagné dans la vie. Voilà. Je ne veux pas être trop long, donc je te relance le bébé. Ça me permet... On a encore tout le temps. Ça permet de boire du champagne. En fait, c'est de l'eau. Voilà. Hein, c'est de l'eau. Alors oui, alors tout ça, mais dans toute, je mets entre guillemets problématique, enfin même pas entre guillemets, dans toute problématique, il y a souvent aussi quand même le poids du passé. J'ai lu des choses par rapport au poids du passé dont tu parles. Je pense que c'est quand même quelque chose qui peut venir vraiment être notre fardeau, ce fameux fardeau qu'on a dans notre sac à dos, savoir faire la différence entre ce qui vient du passé et de pouvoir justement poser son sac à dos et réfléchir justement à son rapport avec le problème ou pas. Qu'est-ce que tu pourras en glisser quelques mots? Je pourrais en glisser quelques livres. Je suis bien placé, mon entourage aussi, pour savoir que le passé est parfois encombrant. 2 solutions, 2 attitudes qui nous renvoient à ce qu'on disait au début de cet entretien. Soit on accueille favorablement ce passé et on fait la paix avec lui
Ça ne veut pas dire qu'on met tout à la poubelle. Il y a des choses qui sont tellement incrustées qu'on ne peut pas les... Et puis elles ont eu tellement de conséquences sur toi-même et sur ton entourage que le passé, quelque part, s'impose encore aujourd'hui. Mais si tu veux aller de l'avant, soit tu décides de faire la paix avec ton passé, soit tu décides que c'est ton passé qui te maîtrise. Et là, c'est l'enfer. Non pas pendant 5, 10, 20, 30 ans que tu as vécu, mais c'est pendant les 30 ans qui viennent. Et ça, c'est un choix absolument décisif, fondamental, et vraiment, c'est celui que j'applique. J'ai le passé que j'ai, d'abord une enfance merveilleuse, comme je vous l'ai dit, et puis cette période qui m'a entraîné dans un stress absolument phénoménal, avec un enjeu vital pour plusieurs familles, je ne sais pas si tu vois, qui a eu des répercussions sur ma vie privée, bien évidemment, je ne détaillerai pas, mais où je l'accepte et j'en fais une force, je tire ce qu'il y avait de bon, et Dieu sait s'il y en avait de bon dans ce passé, et je prends acte de tout ce qui a été moins bon, de ce qui m'a pénalisé, et j'en fais une force. Ou alors, je décide de rester, voilà, enchaîné avec ce passé, avec ce boulet, et ça va m'emmener jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, à aucun prix, je ne le veux. Donc, quand vous avez un passé qui vous plombe, entre guillemets, la seule façon de s'en sortir, c'est pas de le rayer d'un trait de plume, c'est de l'accepter et d'en tirer le meilleur. Et c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner, car c'est celui que je m'applique. Et justement, aujourd'hui, les gens viennent vers moi justement parce que j'ai eu ce passé. Vous vous rendez compte? Là, on vient de me demander hier encore un article pour un grand journal, justement parce que j'ai eu ce passé. Si je ne l'avais pas eu, on m'aurait dit bonjour. Non, d'ailleurs, on m'aurait rien dit du tout. On m'aurait rien dit du tout. Donc, faites de votre passé. C'est ça, c'est ça. Toute l'astuce, j'aime pas ce mot parce que c'est un peu connoté facile. Non, ça, c'est pas facile. La force que vous pouvez avoir, c'est justement de transformer votre passé en un élément porteur. Il y a des éléments qui, dans votre passé, vous pénalisent, vous encombrent, vous vous en seriez bien passé, hein, sans faire de jeu de mots. Oui, seulement ils sont là. Et le fait qu'ils soient là fait que vous devez le transformer, en extraire le meilleur. On en extrait le meilleur pour aller vers le bon et pour faire en sorte que la deuxième partie de votre vie ou que la tranche de vie qui arrive maintenant soit plus apaisée, plus sereine, plus énergique, plus dynamique. Votre passé, c'est une partie de vous, c'est votre force, c'est votre parcours. Vous n'avez pas à rougir de votre parcours, en aucun cas. En aucun cas. Sauf si vous avez tué 453 personnes. Mais quand même réservé à une certaine élite, laissons-la de côté et parlons pour tous les autres. Le passé, faites la paix avec votre passé. C'est ce que j'ai fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le sourire. Même si rien n'est jamais facile, rien n'est jamais facile. Justement, si rien n'est jamais facile, savourez ce que vous avez. C'est encore une autre façon de vaincre ces problèmes. Et si je peux embrayer là-dessus, ça me vient comme ça, mais le secret du bonheur, c'est de savourer ce qu'on a, ce que vous avez, et tout ce que vous pouvez faire avec, même votre passé. Et votre passé, s'il devient une force. Aujourd'hui, moi, cette force-là, je la savoure. Oui, je la savoure. Franchement, je la savoure. Il y a des milliers de gens qui me suivent. Mais c'est génial, c'est formidable. Non pas pour mon ego, je m'en fous. Simplement parce que je peux les aider. Je peux les aider à aller un peu mieux eux-mêmes. Et ça, c'est génial. Alors savourez ce que vous avez et tout ce que vous pouvez faire avec. Croyez-moi, c'est précieux. Oui, c'est précieux. C'est l'expérience qui est devenue ce diamant que tu peux partager. Et ça, c'est quand même fabuleux. On a encore quand même pas mal de temps, mais moi, j'aimerais venir. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Luc, hein, pour toutes ces choses que tu viens de nous livrer, que tu viens de livrer aux auditeurs de Radio Clé de Vie. C'est vraiment un contenu d'une extrême richesse. J'aimerais que tu puisses nous parler justement de ton actualité et puis les choses à venir, mais avant tout justement de parler de ce deuxième livre sur lequel tu es là depuis donc quelques mois, parce que ça devenir un leader irrésistible, déjà que tu nous définisses un petit peu ce que tu appelles le leader, parce que souvent c'est en connotation, certains vont le voir d'une connotation plus égocentrique. J'imagine que c'est pas de cette manière-là que tu le vois du tout. Un vrai leader n'est pas quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui inspire. C'est ça le leader.
Pour moi, c'est quelqu'un qui inspire. Il peut être très haut placé, pas haut placé du tout, très argenté, pas argenté du tout, très cultivé, pas cultivé du tout. C'est quelqu'un qui inspire chez toi la réflexion, l'action, et tu te dis de cette personne-là, waouh, j'ai envie de le suivre, j'ai envie d'écouter ce qu'il raconte. C'est pas un gourou, hein. Oh là là, au secours. Pas de ça, hein. Pas de ça. Pas de ça chez nous. Pas de gourou. Juste quelqu'un qui inspire, parce qu'il a fait des choses, il a vécu des choses, il a conscience que ce qu'il a vécu n'est pas la vérité universelle, il a conscience qu'il n'y a pas une vérité, mais que chacun a sa part de vérité, et c'est ça, pour moi, qui inspire les gens. C'est ça, inspirer les gens. C'est leur donner envie de se remuer, d'avancer, de bouger, d'aller de l'avant, et c'est ça le leader. Qu'est-ce que c'est le leader? Le leader, c'est pas le gars qui dit « je veux voir qu'une tête qui dépasse ». Non, ça, c'est pas le leader, c'est l'adjudant-chef. Je dis aux adjudants-chefs que je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre les adjudants-chefs. Ils sont précieux. Mais mis à part ça, le vrai leader, c'est, si tu veux, c'est celui qui fait, comment dire, qui fait briller les autres avant de briller lui-même. Voilà. Je pense que c'est une bonne définition, d'ailleurs. Oui, je vais la noter. Vas-y. Et, je vais la noter, hein. Je la note, ça sera encore une photo-citation. Tu les sors les unes derrière les autres, c'est fabuleux. Alors, je sais pas, mais c'est parce que je vis des choses comme ça, donc voilà. Venez voir cette web TV, hein, parce que vraiment, il est très vivant, Jean-Luc. C'est génial. Alors, devenez un leader irrésistible, mais alors, le titre, je me dis, mais attends, leader irrésistible, ça va de pair. Ah non. Ah mince. On peut être leader et pas irrésistible? Est-ce que je peux faire un peu de... Nous avons des leaders qui ne sont pas irrésistibles. Okay. Dois-je en dire plus? Ou est-ce que ça sort des frontières? Ou est-ce que ça sort des frontières de ce qui est permis sur la radio pour laquelle j'ai la joie, le bonheur et l'avantage de m'exprimer aujourd'hui? Non, il y a des leaders qui ne sont vraiment pas irrésistibles. Il y a des leaders qui sont des leaders par défaut. Exemple. Tu prends dans une entreprise un super type qui est là depuis un moment, qui dit jamais rien et qui n'ose pas, et que tu promeus tout à coup à un poste important. Il n'a jamais rien demandé. Il peut s'avérer être un leader irrésistible. Simplement, il était un leader un peu invisible. Tu vois, il y a des talents qui sont cachés, il y a des talents qui dorment. Et si tu donnes à ces gens-là l'occasion de se révéler, alors ils deviennent irrésistibles, non pas parce qu'ils parlent, parce qu'ils font. Quand ils parlent, moi j'ai connu 3-4 personnes comme ça, elles disaient jamais rien. Ah ça, c'était pas des gens qui pourraient plus être conférenciers, hein, pas possible. Seulement, quand tu les écoutais, quand elles prenaient la parole, leur parole avait du poids. Parce qu'ils s'exprimaient tellement peu que quand ils disaient quelque chose, ça avait du sens, tu vois. Et c'est pas parce qu'on parle beaucoup, c'est pas parce qu'on s'agite, c'est pas parce qu'on tape dans les mains qu'on est un leader. Ça n'a absolument rien à voir. Un leader irrésistible est quelqu'un qui sait être inspirant et, comme je le disais, qui prend soin des autres avant de prendre soin de lui-même. Et si tu as déjà ces deux caractéristiques, tu es quand même bien parti. Voilà. Donc les leaders irrésistibles. J'ai envie de dire des choses, mais en même temps, allez, je te laisse quelques secondes pour dire ce que tu as envie de dire. Je pense qu'il y a des leaders qui sont là par défaut, parce qu'ils ont été poussés par les circonstances, et il n'y a qu'eux qui pensent qu'ils sont des leaders. Voilà, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Ça sert à rien. Je n'en dirai pas plus. Je veux absolument pas il se reconnaît dire des choses. Oui, voilà. Monsieur le Président, si vous nous regardez, oups, j'ai rien dit. Voilà, c'était le petit sourire. Attends, je vais aller plus loin parce que tant pis. Après tout, on est entre nous. On est entre nous, n'est-ce pas? Absolument. On est entre nous. Bien. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et là, je ne parle pas que de l'État. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, des perspectives, une ambition au bon sens du terme. C'est ça, un leader. C'est le gars qui vous dit, dans 20 ans, on sera là. Peut-être je me trompe, parce que les choses changent tellement. Peut-être je me trompe, mais au moins je vois quelque chose. Je vois pas, je vois un peu plus loin que le bout de mon nez. C'est ça, un leader. C'est un leader qui dit,
On va là-bas, je vous demande de venir avec moi, pour telle raison. Et voilà ce que vous avez à y gagner. Et voilà quels seront les obstacles que nous devrons franchir. Ce type-là est un leader irrésistible. Voilà. Et c'est pas le leader qui dit, alors on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, je sais pas trop pourquoi, mais on va le faire. Simplement parce que ça m'intéresse de le faire. C'est pas ça un leader. Voilà la différence. Je referme la parenthèse. J'aimais bien la dernière imitation. Ça me rappelait quelqu'un. Ben, superbe. Alors, tu as un petit peu devancé la fameuse question rituelle de cette émission, mais je veux que c'est pas grave parce que là c'était Jean-Luc Udry, le coach, conférencier, auteur, etc., qui l'exprimait en parlant du bonheur. Mais j'aimerais que ce soit Jean-Luc, l'homme là que j'ai en face de moi, qui me donne tout simplement sa définition du bonheur. Continuer à désirer. Continuer à désirer ce qu'on a. Voilà. Savourer ce qu'on a. Savourer ce qu'on a. Tout ce qu'on peut faire avec. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est certainement pas de se dire quand j'aurai une plus grosse voiture, quand j'aurai une plus grosse maison, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand ils seront eux-mêmes mariés, quand je serai grand-père, bref, quand je serai au cimetière. Ce sera peut-être le bonheur, j'en sais rien. Non, le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est continuer à désirer ce qu'on a déjà, c'est-à-dire apprécier ce qu'on a et tout ce qu'on peut faire avec. Il y a des gens qui ont la santé, il y a des gens qui ont l'intellect, il y en a d'autres qui sont plus tournés vers la spiritualité, et il y en a qui sont tournés vers les biens matériels. Quoi que vous ayez qui vous satisfasse, c'est ça le bonheur. Continuez à désirer ce que vous avez. Pour moi, le non-bonheur, c'est que ce que vous avez tombe dans la routine. En conférence, justement, je montre une photo et on voit la valeur des choses. Avant d'avoir une chose, on y attache un prix considérable. Pendant qu'on l'a plus du tout, et quand on l'a perdu, alors là, la courbe remonte, on attache encore plus de prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a vous vous êtes battu, par exemple, pendant 3 ans, 10 ans, 30 ans pour obtenir ce que vous vouliez, vous l'avez. Et puis un beau jour, vous n'appréciez plus à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que ça rentre dans votre routine. Si vous avez, je sais pas, une belle voiture, une belle maison, je sais pas quoi, une compagne, un compagnon, bah finalement, la compagne dont vous avez rêvé, vous avez mis du temps à la conquérir, le jour où elle est avec vous, bah vous trouvez que, bon, finalement, elle est un peu tarte, et votre compagnon commence à se mettre à ronfler, bon, finalement, il n'est pas si top que ça, il fait moins rêver. Bah pourquoi? Ça s'appelle la routine. Et ben le bonheur, c'est continuer à rêver, enfin, continuer à aimer ce qu'on a déjà, à désirer ce qu'on a déjà, savoir que vous avez plein de choses, la santé, si vous l'avez, et tant mieux si vous l'avez, c'est pas le cas. Tout le temps. La possibilité de faire du sport, des amis, c'est très important les amis, une famille, enfin 3 sous à la banque, et si vous en avez plus que 3 sous, si vous en avez des montagnes, tant mieux pour vous. Continuez à désirer ce que vous avez déjà. Et l'autre secret, puisque tu m'interroges là-dessus, alors c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est bien sûr apprécier ce qu'on a, mais aussi faire en sorte que si on le perd, on sait que rien ni personne au monde ne pourra t'empêcher d'aller le récupérer parce que tu donneras le meilleur. Le bonheur, c'est compter sur vous, avoir confiance en vous, savoir que si vous le voulez, personne ne peut vous empêcher, en tout cas de tout mettre en œuvre pour obtenir ce que vous voulez. Voilà. Moi, je m'appuie sur ce qui marche pour aller chercher ce qui ne marche pas. Enfin, pour aller corriger ce qui ne marche pas. Et c'est vraiment le deuxième aspect, apprécier ce qu'on a, et puis après, savoir qu'on peut aller chercher ce qui nous manque à partir de tout ce qu'on a. Et non pas être toujours en quête de, alors il manque une femme, il manque un homme, il manque une maison, une voiture, je sais pas quoi, il manque toujours quelque chose. Il manquera toujours quelque chose. Et à 95 ans, il vous manquera plus qu'une chose, c'est d'aller au cimetière. Et ce sera trop tard. Merci. Voilà ma définition. Merci beaucoup pour ta définition. Alors, en quelques 30 petites secondes, parce qu'on arrive vraiment là à la fin de l'émission, ton actualité? Mon actualité, si tu me donnes l'occasion de le montrer, je le montre. Voilà ce livre. Voilà, super. Voilà.
Bon, ce livre, il y a beaucoup de presse, comme je disais, beaucoup de retombées presse, comme je le disais tout à l'heure. Il fait un carton parce qu'il exprime un besoin, la confiance. Il n'y a rien sans la confiance, à la maison comme au bureau. Et donc, je vais développer toute une série de formations sur ce thème de la confiance en soi, mais autrement que ce qu'on entend d'habitude. Voilà. Si je fais court, puisqu'on a les 30 secondes. Voilà. Merci en tout cas, Jean-Luc. À ce propos-là, Radio Clé de Vie sera derrière toi. Je m'y engage, ainsi que En quête du bonheur. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc, je te remercie énormément, Jean-Luc, et au plaisir d'échanger une nouvelle. Merci, je voulais te remercier aussi de m'avoir donné cette tribune, et je salue nos amis et cousins que j'espère aller visiter un jour prochain au Canada, et dans les conférences, pourquoi pas, tiens. Merci énormément, Jean-Luc, à très bientôt. À très bientôt, merci Philippe. Eh bien, cette émission arrive à son terme. Merci encore de nous avoir écoutés sur Radio Clé de Vie. Si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la réécouter en cliquant tout simplement sur le bouton Réécoute. Radio Clé de Vie nous offre également l'accès à son web magazine et sa web TV, où vous pourrez nous retrouver justement sur cette web TV. On vous y attend avec vraiment impatience. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez me contacter en vous rendant sur mon blog enquêtedubonheur.fr et sur la page Facebook où je suis très actif. Je serai ravi d'échanger avec vous. Tous les jours, une nouvelle citation agrémentée d'une jolie photo de paysage. Il va y en avoir des nouvelles grâce à Jean-Luc. Likez, partagez, soyez actifs, agissez. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, et d'ailleurs on vous mettra des liens pour retrouver Jean-Luc Udry sur ses nombreux blogs et ses nombreuses activités sur le web. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci à tous.